Allô, est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'on a été coupé. Allô, allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, comment faire? Comment faire? Vous m'entendez? Allô, allô? Super. Oh, bon, je suis désolée. Alors, c'est bon, c'est pas de ma faute, hein, c'est le site qui a buggé. Mais il m'avait verrouillé la salle et je n'arrivais pas à trouver le moyen de déverrouiller. Il fallait aller dans des paramètres et tout, donc ça a pris un petit peu de temps. Ouais, voilà, c'est de la faute de Karine. Alors, je suis vraiment désolée, hein, c'est la deuxième fois que ça arrive sur les 9 webinaires. Une fois, on n'a quasiment jamais pu se reconnecter. Cette fois-ci, bon, ça va, on peut se reconnecter, mais c'est toujours un petit peu déplaisant quand ça arrive. Alors, je vais remettre Karine. Et Karine, du coup, il te restait à peu près 2 minutes quand tu parlais. Donc, je vais te laisser encore 2 minutes. Et puis voilà, on reprend où tu en étais. Alors, c'est bon, je t'ai mis comme animatrice. Donc, tu peux. Ah, c'est bon? Parfait. Allez. Alors attends, je sais plus où j'en étais, mais je vais retrouver. Hop, ça devait être ça.
une diapo qui manquait, que tu n'avais pas vue. Ouais, voilà, c'est ça, celle-là. Donc on a vu nos systèmes de traitement donc par bout activé, et donc chacun de nos systèmes peuvent être complétés par un filtre planté de roseau afin de faciliter la gestion des boues qui sont produites lors du processus d'épuration. Donc l'avantage des filières avec roseau, c'est que des boues liquides vont être minéralisées, se transformer en espèce de terreau, et donc il y aura besoin juste de les curer tous les 7 à 10 ans. Donc ça, c'est l'avantage de la filière roseau. La dernière filière brevetée qui concerne la viticulture, c'est le rhizosphère, qui est un peu un mixte entre la boue activée et la filière végétalisée, puisqu'on a une filière végétalisée qui est oxygénée par le fond. C'est une filière qui est intéressante sur les effluents qui sont peu chargés, comme le négoce, et qui peut être également intéressante lorsqu'on a des extensions de stations d'épuration existantes. Au lieu de remettre des cuves de boue activée avec des soufflantes puissantes, on peut mettre ce type de système qui sont là plantés d'iris la plupart du temps, parce que comme on est dans une zone quand même saturée en eau, ça résiste mieux que les roseaux. Et enfin, donc la totalité de nos systèmes sont validés pour traiter les effluents phytosanitaires dans un même process. Donc là, l'avantage, c'est que c'est un gain économique. On n'a pas à investir dans un autre appareil. Donc il faut bien sûr répondre à un protocole particulier, notamment le pré-traitement de ces effluents phyto pour se débarrasser de tout ce qui est métaux lourds et éléments minéraux. Et donc le principe, c'est qu'on utilise les bactéries qui dégradent l'effluent vinicole pour dégrader la partie chimique de l'effluent phytosanitaire. Donc ces deux procédés, que ce soit Vitimax ou Cascade Twin, ont été validés par le ministère de l'écologie il y a maintenant depuis 2006 et 2009. Et voilà, j'ai fini la présentation. Je peux répondre à toutes vos questions. Questions, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Alors, les coûts, combien ça coûte? Alors, les coûts, c'est très variable parce que du coup, sur une exploitation, on ne peut pas faire un ratio volume-effluent. Ça va dépendre des pratiques qui sont fauchées, du matériel. On peut avoir un ratio de 2 litres d'eau par litre de vin qui peut monter à 6 litres d'eau par litre de vin. On va dire que on peut avoir sur des systèmes les plus simples, sur des petits volumes, de 30 000 euros à 80 000 euros. Alors les aides financières, oui, aide de l'agence de l'eau. Donc là, ils renouvellent régulièrement la possibilité de subvention. Donc là, vous êtes subventionné sur la séparation de réseau au niveau du chai et des aires de lavage jusqu'au tuyau qui amène l'eau traitée dans le fossé. Donc c'est des aides qui vont de 30 à 40% sur notre partie à nous, la partie terrassement. Donc c'est des aides qui sont très intéressantes. Aide financière de... Bon. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois personne qui... Ah, c'est Agnès écrit. Ah, oui, tout à fait, des agences de l'eau. Ok. Bon, mais je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, on va passer la parole au suivant, qui est donc Corinne Delérial. Donc, Corinne, je vais vous désigner donc comme animatrice. Donc, je te remets comme participante, Karine. Merci beaucoup pour ta présentation. Ok. Et donc, Corinne, voilà, qui est ici. Donc, Corinne, vous pouvez activer votre micro normalement. Je pense que c'est fait. Parfait. Bonjour. Par contre, je n'ai pas de caméra, donc l'écran restera noir. Désolée. Donc, je vais mettre en route le chrono et puis donc c'est bon pour vous. Vous pouvez y aller. Merci. Donc, moi, je viens moins vous parler de technique, je viens vous parler de beauté, d'ambiance, de décoration, de réceptif. Voilà, c'est un peu la récré, quoi. Commençons. Donc, L'Arial, c'est une entreprise artisanale bordelaise qui fabrique des luminaires en bois qui sont créateurs d'ambiance sensorielle et je vais essayer de vous montrer après. C'est mieux quand on est dedans, mais on fera avec, la situation actuelle. Alors, comment je peux avancer? Ah, ça commence mal.
Je peux pas Mais soit avancer. avec soit avec les flèches de votre Et non, ça ordinateur. marche pas. Et j'ai de l'écran devant mes slides. Donc, je peux pas avancer. Voilà. Vous pouvez me mettre le 2, Manon, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. Alors, par contre, vous avez beaucoup de slides en 5 minutes, ça va être compliqué. Non, Mais, non, j'ai déjà numéroté parce que les slides vont vite. ok. Donc, Clarial, c'est une marque artisanale de luminaires en bois, comme je vous l'ai dit. Bon, mais ça, je ne peux pas avancer. Ensuite, c'est une marque, donc ce sont des luminaires qui sont fabriqués à Bordeaux, qui sont fabriqués sur mesure, c'est-à-dire qu'il y a des finitions sur mesure, vous pouvez choisir l'essence de bois, la finition intérieure, etc. Il y a également d'autres finitions dont je vous parlerai si vous êtes intéressés. Et c'est une marque qui est éco-responsable. Alors, éco-responsable pour nos luminaires, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que nous utilisons du bois européen qui est certifié PEFC ou FSC. Ça veut dire également que nous utilisons des peintures et vernis qui sont sans solvant et à faible COV. Ça, je crois que c'est particulièrement important pour tout ce qui est chai, par exemple. Et enfin, il y a d'autres éléments, mais ce sont des objets qui sont également réparables et évolutifs, c'est-à-dire qui ont une durée de vie qui se veut longue. Donc voilà, donc si je résume, peut-être que je vais essayer maintenant, c'est bon maintenant, c'est accessible pour moi maintenant. Donc ce sont des luminaires qui sont en bois certifié avec des peintures linéaires sans solvant et qui sont réparables et évolutifs. J'essaie de me battre avec la technique, mais je n'arrive pas. Ah si, j'ai compris. Voilà, donc ce sont des luminaires qui signent les lieux. Donc là, je vous ai mis quelques photos. Il y a des photos dans un hôtel, il y a des photos également dans une maison de cognac qui se reconnaîtra peut-être parce que je sais qu'elle est adhérente de Innova. Ce sont des luminaires qui sont créateurs d'ambiance puisque pour nous, l'idée, c'est vraiment de ramener à l'intérieur l'image de la lumière de la forêt. C'est la lumière de la forêt qui joue entre les rayons du soleil et les troncs de pin. Donc, on joue avec l'ombre et la lumière. Et donc là, vous avez une illustration de ce que l'on peut créer. Donc, créateur d'ambiance, là, vous avez une photo qui était un lieu à Paris qui vendait des alcools et donc qui crée des événements avec un mixologue qui venait faire des cocktails, par exemple. Donc, ça peut vous donner également des idées. Et puis, le lobby d'un hôtel. Donc là, on est vraiment sur la partie réceptive. Et puis, ça peut également aller jusqu'à des chambres d'hôtes, ce qui est le cas sur la photo de gauche, qui est une maison d'hôtes à Saint-Émilion. Et puis, un petit clin d'œil compte tenu du contexte, avec une lampe avec des carafes en grappe de raisin. Et enfin, nous avons un luminaire qui fait 1,30 m de haut, donc qui là va créer la surprise et qui est là pour vraiment créer un effet wow avec une présence forte qui va habiller l'espace et puis qui va marquer les esprits. C'est-à-dire que lorsqu'on l'a vu, en principe, on n'oublie pas. Et donc, on n'oublie pas non plus le lieu dans lequel on l'a vu. Donc, les luminaires Lérial peuvent signer tous vos lieux de réception, comme par exemple une salle de dégustation, mais aussi une salle de réception ou bien encore les chais, puisqu'il y a très peu de COV à l'intérieur. Et puis, pourquoi pas une boutique, je ne sais pas si vous faites de l'œnotourisme, mais ça peut également, évidemment, s'inscrire là-dedans. Et si vous avez une boutique ou pas, donc on peut également répondre à vos besoins de cadeaux d'affaires VIP et avoir un luminaire donc, qui est là le Volupte S, qui est le plus petit luminaire de notre gamme, que l'on peut personnaliser avec le nom de votre château. Donc ça veut dire peut-être une essence de bois qui sera spécifique pour vous, une marque, une personnalisation avec une couleur, etc. Et puis aussi tout ce qui est objet souvenir, c'est-à-dire que nous travaillons le plaquage de bois très fin et à partir de ce matériau, on peut également créer des objets qui peuvent être personnalisés et qui peuvent être vendus soit comme des goodies, soit comme des objets dans votre boutique. Alors ce sont des idées, évidemment ce n'est pas exhaustif, comme des marque-pages, des étiquettes de cave, des porte-clés, des cartes, etc. Donc je sais que le temps est compté, donc j'aurais aimé aussi vous parler de notre savoir-faire unique qui est la néomarqueterie. Vous parlez aussi notre système exclusif qui est le plug and light, des signatures lumineuses qui sont spécifiques et qui permettent de travailler la lumière. Mais comme le fait remarquer Manon dans les commentaires, le temps est compté. Donc, bien écoutez, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Et je vous laisse, vous pouvez noter.
Super Corinne, merci beaucoup. Il me manque une page. Pardon, Merci. il restait, c'était pile poil le bon Donc timing. voilà mes coordonnées. Oui, en principe, c'était minutes, c'est vrai. Voilà. Donc, Super. si vous avez des questions, je peux y répondre. Oui, alors est-ce que vous avez des questions sur les luminaires? Bon, ça avait l'air d'être très clair puisque personne ne pose de questions. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, les coordonnées de Corinne sont également dans le catalogue. Il y a une présentation des luminaires. Donc, vous pouvez aussi les retrouver soit dans le catalogue, soit nous demander si vous avez envie d'être en contact avec Corinne. Merci Juste, beaucoup, Corinne. Oui, juste pour si dans le cadre de vos projets d'aménagement, etc., vous travaillez avec des architectes, donc on a tout ce qui est fiches techniques, fichiers 3D, etc., tout le matériel pour qui pourrait leur être utile. Voilà. ok, parfait. Merci. Merci beaucoup, Corinne. Merci. Alors, je vous remets comme participante et donc je vais passer à la prochaine présentation qui est donc le laboratoire Excel. Alors, je vais voir si je peux mettre Maxime, voilà, comme animateur. Donc, Maxime, normalement, vous pouvez activer votre micro et votre caméra. Hop, c'est parfait. Bonjour à tous. Oui, c'est bon, normalement, on vous entend là. Parfait. Merci. Bonjour à tous. Je vais tout d'abord remercier les intervenants précédents. Pour me représenter rapidement, donc, je m'occupe de la partie matériaux laboratoire Excel à Florac, qui est issue d'une fusion l'année dernière entre le laboratoire Excel qui était basé à Mérignac, le laboratoire Sarco qui est basé à Florac et qui est issu du groupe Lafort. Donc on travaille dans tout ce qui est analyse autour du vin, bien sûr, et un petit peu autour de l'agroalimentaire aussi. De notre côté, pour vous présenter notre vision d'un chai durable, en fait, pour nous, un chai durable, c'est un chai qui va être tout d'abord sain et qui va être exploitable dans le temps, sans risque de contamination. Donc, comment on a été amené à travailler sur ces cas précis? On est intervenu régulièrement sur des cas de contamination sur site, lors d'audits, pour définir l'origine de sources de contamination, que ce soit des contaminations sur la flaveur des vins ou sur des vins défectueux. Alors, on s'est tout d'abord attaché à travailler sur les contaminations qu'on appelle directes. Donc, en fait, elles sont liées aux matériaux qui vont contenir le vin, que ce soit des revêtements de cuve, ou bien lors de transferts type produits intermédiaires, tuyaux, etc. C'est la pollution qui vient le premier, qui est la première à venir en tête, car c'est la plus évidente, bien sûr. On va assister à des échanges entre le matériau et le vin au niveau de cette interface-là, avec des contaminants comme des plastifiants, des intermédiaires qu'on peut retrouver derrière dans le vin. Mais ce qui nous a interpellé le plus, pour faire écho à la présentation de Corinne tout à l'heure, c'est les contaminations qui vont intervenir lors de mise à l'air, de soutirage par exemple, ou de manipulation du vin, et qui sont apportées par l'air, par l'atmosphère du bâtiment. Donc ces contaminations-là, elles sont liées à l'emploi de matériaux de construction et de décoration dans les chais. Donc ça a été une piste de réflexion pour nous. Euh, et on a été amené à travailler sur une solution en fait de contrôle qui permettrait d'anticiper ces contaminations et d'éviter d'en arriver à des productions qui sont jetées, détruites ou complètement altérées. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques années, on a mis en place la certification Zone Verte Excel. Donc c'est un logo que vous voyez ici, vous avez peut-être déjà vu passer lors de chantiers, qui a pour but de garantir l'innocuité de matériaux de construction et de décoration dans vos chais, dans vos zones de production et de stockage. Donc pour ça, on va faire passer une batterie de tests à ces produits en laboratoire, qu'on a défini de par notre intériorité justement, sur deux aspects. L'aspect toxicologique, donc on va chercher des composés qui ont un impact sur la santé pour éviter que les vins justement soient contaminés et derrière viennent impacter le consommateur final. Mais on va aussi s'intéresser à un point qui est critique dans notre secteur, qui est l'aspect organoleptique, c'est-à-dire qu'on va cibler des contaminants présents dans les matériaux. Alors ça peut être des revêtements de sol, des peintures, des produits de traitement du bois, hein. Il y a encore quelques années ou quelques décennies, c'était vraiment critique dans les chais. Euh,
on va cibler des composés qui pourraient apporter de mauvaises odeurs, des flaveurs particulières au vin. Donc, comment on va travailler? On va travailler avec des listes de composés qui sont connus pour certains, comme les aloanisols allophénols, qui sont à l'origine des notes moisies, mais aussi des composés spécifiques à une forte toxicité, comme des plastifiants, des résidus de solvants, etc. Donc, je ne vais pas vous embêter avec la partie technique aujourd'hui, on est sur une présentation rapide. Donc, la plupart du temps, on va travailler directement avec le fabricant et certifier son produit, mais on fait aussi de l'accompagnement, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage lors de suivi de chantier. Donc, nous, là-dessus, on ne va pas intervenir sur de la prescription technique, mais justement conseiller des matériaux que nous, on a jugés sains de par nos analyses, et dans le cas contraire, proposer des alternatives. Alors, on a ici quelques références que vous pouvez retrouver lorsque vous téléchargerez la présentation. En parallèle de ça, on propose aussi des analyses de la qualité de l'air. Ça peut venir à différentes étapes lors d'un processus de construction, de rénovation de chais, que ce soit pour contrôler des étapes clés comme la partie finition, la partie gros œuvre, etc. Ça va nous permettre de cibler ces mêmes composés, avec une liste qui est effectivement réduite, mais sur ces mêmes thématiques, et donner notre feu vert en fait sur l'exploitation du bâtiment. Donc, j'ai par la suite quelques retours d'expérience sur lesquels je pourrais m'appuyer si vous avez des questions là-dessus. Mais voilà, pour revenir sur l'aspect chez durable, j'insiste sur l'anticipation en fait que ce sujet doit évoquer pour tout le monde en fait sur le contrôle des matériaux en amont. Voilà, nous on est là pour vous accompagner, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. Donc voilà, ça va être tout pour moi et je remercie encore une fois de nous avoir permis d'intervenir là-dessus. Bon, merci beaucoup Maxime. Est-ce que les participants ont des questions concernant le label zone verte ou les possibilités d'analyse de la qualité de l'air? Alors, il y a des questions. Les gens sont en train d'écrire, donc il faut un petit peu. Alors, on aimerait bien vous donner la parole en vrai, hein, mais techniquement, c'est pas possible. Alors, la différence entre les deux labels, c'est quelque chose de petit peu plus compliqué, je les ai présentés quand même. Aujourd'hui, quand on parle de démarque jaune verte, ça va être par abus. On a appliqué 2 logos parce qu'aujourd'hui en France, on n'a pas le droit d'appliquer de logos à connotation verte à côté de certaines phrases de risque. Par exemple, quand on a des phrases de risque du type sur des, je prends l'exemple de chaux par exemple, qui peuvent être appliquées sur des murs, irritantes ou corrosives, ça implique des pictogrammes sur le produit, et vu que notre logo va être apposé sur le produit fini, sur un pot, sur un emballage, on n'a pas le droit, selon la réglementation, d'appliquer un logo vert à côté de ces phrases de risque-là. Donc, on a décidé de mettre en place un logo équivalent, un logo Excel+, qui est bleu, qui répond exactement au même cahier des charges, aux mêmes interprétations, et donc qui va venir sur ces produits-là. Donc, en gros, quand vous avez un appel d'offres sur de la zone verte, par abus de langage, vous pouvez tout aussi bien employer du logo vert ou du logo bleu. C'est juste une question d'affichage. Il n'y a pas de niveau de qualité en fait qui va différer entre ces deux attestations-là. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Alors justement, il y a deux autres questions. Quelle est la différence entre attestation, label, certification? Quelle est la différence? Alors, la différence, pour une attestation, une certification, on va se retrouver sur le même sens. Un label, ça va être un document qui va être défini par un service d'État. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit aujourd'hui d'appeler la zone verte un label parce que c'est un cahier des charges qui est privé, qui a été défini par le laboratoire. Et on n'a pas le droit d'utiliser le terme label. Très souvent, vous allez entendre parler de label vert en lieu et place de la zone verte. Oralement, ça se fait, il n'y a pas de souci, mais on n'a pas le droit d'employer légalement ce terme. Voilà. Et pour en parler rapidement sur le coût de la maîtrise d'ouvrage et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, aujourd'hui, la zone verte, pour un fabricant, elle coûte à peu près 1 400 € pour une certification qui est valable 2 ans pour le fabricant. C'est un cahier des charges qui va évoluer dans le temps, donc tous les 2 ans, le fabricant refait ses essais, parce que nous, on va faire évoluer nos protocoles et les composés que nous allons cibler. Et pour l'assistance à la maîtrise d'œuvre, on est raisonnablement sur le même tarif, c'est-à-dire qu'on fait un forfait aujourd'hui. C'est une politique qu'on a décidé de mener il y a quelques temps. On fait un forfait d'accompagnement autour de 1 500 € pour l'accompagnement du projet. Donc ça va correspondre à une étude documentaire. On va travailler en partenariat avec la propriété, le bureau d'études ou l'architecte, qui va nous lister l'ensemble des produits qui vont être employés.
On va faire un premier tri sur des composés qu'on juge critiques ou pas, et ensuite on proposera des références qui ont déjà obtenu le label, la certification, pardon. C'est bien la peine d'avoir expliqué tout à l'heure. La certification, ou proposer des alternatives équivalentes. Enfin, vous avez une question sur que pensez-vous des techniques d'encapsulage des boîtes charpentes? Alors, on en parlait tout à l'heure, les bois de charpente, ils ont été longtemps problématiques, non pas par la nature du bois, mais parce qu'on appliquait des produits, notamment des biocides, des produits de traitement, à base d'agents chlorés et de chlorophénol, qui, avec l'humidité et les conditions environnementales, se dégradaient en anisole. Aujourd'hui, on a testé plusieurs types de traitements, de solutions. L'encapsulage, il va avoir le même problème que d'un traitement ou un revêtement qu'on va appliquer dessus. Ça peut être efficace sur une durée déterminée, c'est-à-dire sur quelques semaines à quelques mois en fonction de la solution qui est utilisée, mais on aura toujours par effet de gradient l'apparition de ces composés dans l'atmosphère. Nous, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est d'isoler. Alors, c'est bien sûr soit de remplacer la charpente, mais c'est un coût qui est important, soit de l'isoler avec un plaquage et différentes techniques qui existent, et de mettre en place une ventilation forcée vers l'extérieur sur la partie charpente. On va perdre en visuel et en beauté parce qu'on ne sera plus en charpente apparente, mais par contre, voilà, on va éviter la communication avec l'atmosphère du chai. Ok, super. Bon, ben, merci beaucoup, Maxime. Donc, si vous avez d'autres questions, pareil, posez-les à nous a posteriori. On pourra vous mettre en relation avec Maxime. Je vais passer la parole à Merci à vous. Ouais, mais merci à vous. Allez, je vous remets comme participant et donc je vais mettre William comme animateur. Alors, William, voilà, je vais chercher votre présentation. Voilà, Ok, parfait. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. très bien. Ok, bah écoutez, c'est parfait. Donc on va pouvoir commencer pour pas perdre de temps. Donc voilà, moi je représente la société Voltania. Aujourd'hui, je vais vous présenter le vignoble de demain, ce qui sera pour nous un modèle plus vertueux et plus compétitif. Donc, vous l'aurez compris, ça parle de solaire et aujourd'hui, pourquoi parler de mariage de raison entre solaire photovoltaïque et vignoble pour répondre à ces trois grands enjeux que nous avons listés, à savoir optimiser vos coûts d'exploitation. Donc ça, bon, c'est propre à toutes les activités industrielles aujourd'hui et notamment agir sur la réduction du coût de la facture d'électricité et le maîtriser aussi sur le long terme. Ça, j'en reviendrai plus tard sur cette composante. Ensuite, il y a l'autre enjeu aujourd'hui qui est de se démarquer de sa concurrence et d'innover pour prévoir aussi le futur et incarner le monde de demain, répondre aux exigences des générations futures. Je pense notamment à la génération X, la génération de Greta Thunberg qui sont très exigeants d'un point de vue environnemental. Et ce qui m'amène au troisième enjeu, hein, la stratégie environnementale, qui aujourd'hui est inévitable pour toute société. C'est une attente notamment des consommateurs, mais ça peut être aussi un point de vue réglementaire. Aujourd'hui, si vous avez pour projet de construire un chai d'une surface au sol de plus 1000 m², vous devrez répondre à la loi énergie-climat qui oblige de couvrir 30% de la toiture via un générateur solaire photovoltaïque. Et puis il y a aussi, c'est aussi une façon de crédibiliser votre stratégie RSE via une action concrète et non pas du greenwashing comme on le voit malheureusement trop souvent. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un mode de raccordement qui est l'autoconsommation photovoltaïque. Et je vais passer très rapidement dessus puisque 5 minutes, c'est court. Donc, je vais essayer d'être concis. N'hésitez pas lors des 5 minutes de questions à revenir dessus si nécessaire, si c'était pas clair. Donc, l'autoconsommation, ça consiste à produire et consommer directement sa propre énergie. Hein, ça, c'est possible depuis toujours, mais ça a été assoupli depuis mai 2017. Aujourd'hui, on compte environ 50 000 générateurs en France raccordés en autoconsommation. Et il faut savoir qu'on est à la traîne sur nos voisins frontaliers européens et avec en leader l'Allemagne. Cette solution d'autoconsommation photovoltaïque, elle est
économiquement viable depuis qu'on a atteint ce qu'on appelle la parité réseau, c'est-à-dire le moment où le coût du kilowattheure solaire était égal au coût du kilowattheure acheté sur le réseau. Donc ça, on a atteint cette parité réseau en 2013 pour les consommateurs professionnels. Et aujourd'hui, il faut savoir que il y a un intérêt grandissant puisque le coût du kilowattheure réseau prend environ 2,5% par an en coût réel d'augmentation face au coût du kilowattheure solaire qui a tendance à baisser d'année en année. Donc voilà, comment ça fonctionne l'autoconsommation photovoltaïque? C'est très simple. À gauche sur ce schéma, on a la partie générateur solaire composée d'un panneau solaire et d'un onduleur et éventuellement d'une batterie de stockage. L'énergie solaire produite va être injectée directement vers les consommateurs, ce que vous voyez représenté avec une flèche verte, et en bleu, le réseau va venir fournir l'énergie manquante ou nécessaire sur la période nocturne. Voilà. Et un surplus peut être réinjecté sur le réseau. Nous, notre métier, donc Voltania, on est une société basée à Canéjan. Ça fait 10 ans qu'on est dans le solaire B2B. On ne fait pas de particulier. On accompagne les industriels de tout type dans leurs projets de A à Z, à savoir de l'étude d'ingénierie, la conception, réalisation de générateurs photovoltaïques et l'exploitation maintenance sur le long terme de vos centrales. Voilà. Une de nos success stories, c'est le vignoble Aubryon à Pessac, qui a conçu un chai éco-conçu justement en intégrant sur sa toiture 66 kWh d'énergie photovoltaïque au travers des panneaux français SunPower, ce qui représente environ une production de 72 000 kWh d'énergie verte. Ça a permis à Aubryon de conserver un leadership et d'incarner l'excellence viticole à la bordelaise. Je vais vous parler rapidement, je vois qu'il reste plus beaucoup de temps, de la tonnellerie Baron, une de nos dernières réalisations mises en service il y a quelques mois seulement. Voilà un petit business case, puisque je sais que les gens sont assez friands de chiffres et ça parle. Donc c'est une comparaison des coûts, donc une comparaison d'OPEX. Sur la partie gauche, voilà ce que le client payait avant annuellement en frais énergétiques, donc en considérant 13 centimes du kilowattheure. Et grâce à l'autoconsommation photovoltaïque et à son nouveau générateur, il peut effacer 36% de ses charges énergétiques. Donc on passe de 63 000 à 41 991 euros par an de facturation d'énergie. Voilà. Pour l'aspect purement business. Alors, William, le temps est écoulé. Alors, si vous avez 10 secondes pour comme ça, non, mais c'est bon, on peut conclure et passer. Il y a pas mal de questions en plus de la part du public. Tout à fait, mais je vous écoute. Alors déjà, Claire posait la question du coût énergétique de la fabrication des panneaux solaires ainsi que de leur recyclage. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, aujourd'hui, il faut compter environ 3 ans pour effacer l'empreinte carbone de fabrication d'un panneau solaire. 3 ans de fonctionnement de ce panneau vont permettre d'effacer l'énergie qui a été nécessaire pour sa fabrication. Après, tout va dépendre d'où proviennent vos panneaux. S'ils proviennent d'Asie, ça sera peut-être plus long que des panneaux qui sont fabriqués en France. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Alors, elle est en train de rebondir. En attendant, il y a Régis qui demande si vous avez rencontré des difficultés vis-à-vis des assureurs pour installer des panneaux photovoltaïques sur les chais. Aujourd'hui, il faut savoir dans notre métier, dans le solaire photovoltaïque, qu'on a en effet très peu de marge de manœuvre et nous sommes obligés de respecter un cahier des charges très précis pour pouvoir permettre d'être assurable, on va dire, et de proposer une décennale à nos clients. Voilà. On peut et sur les du stockage de cognac, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des restrictions étant donné que… Non. Aujourd'hui, par exemple, on travaille avec Avia et on installe des générateurs photovoltaïques au-dessus de stations-service. Donc sur des zones qui peuvent être des zones ICPE ou ATEX, du moment qu'on prend les précautions nécessaires,
aujourd'hui, on n'a pas eu de refus. Voilà, de la part des assurances ou de SDIS. Voilà, à nous dans la conception du projet, d'intégrer ces composantes-là. Il y a Dominique Lescane qui dit que c'est interdit sur les stockages de cognac. Ouais, parce que je crois qu'il y a eu un incident l'an dernier, justement, sur un chai de stockage où c'était des panneaux photovoltaïques qui ont pris feu et en fait, c'était hyper dangereux. Donc, je crois que voilà, c'est ça, cas d'un incendie en Charente. Alors après, est-ce que c'est lié à l'appellation cognac et est-ce que Après, interdit par qui? Par les assurances, par le SDIS? refus complet du SDIS. Du SDIS? Ah oui, bah le SDIS, c'est vrai que le SDIS Charente-Maritime est très frileux, ouais. Mais à part le SDIS, rien ne nous empêche d'installer des panneaux solaires si on prend toutes les mesures, bien évidemment, techniques, pour respecter ces zones à risque, on va dire. Mais là, dans ce cadre-là, si le SDIS l'interdit, alors ça n'est pas possible, en effet. Et donc, il y avait une question de Claire qui demandait si beaucoup d'usines fabriquent en France ces panneaux. Aujourd'hui, malheureusement, la filière française est peu pourvue d'usines de fabrication. On les compte sur les doigts de la main. Donc voilà, on a 4-5 sociétés aujourd'hui qui produisent des panneaux made in France, en sachant que les cellules solaires sont bien souvent, qui sont la composante du panneau solaire, sont bien souvent approvisionnées d'Asie. Voilà. Mais il y a d'autres sociétés aussi en Europe. Il reste quelques sociétés aussi en Europe. Après, il y avait encore une question. Alors, quelles sont ces sociétés made in France, fabriquées ou assemblées? Il y a beaucoup de questions. Alors, oui, alors on va avoir SunPower, SunPower qui est une société qui appartient au groupe Total. On va avoir aussi la marque Voltec, on va avoir Systovi, voilà, pour en citer quelques-unes. Après, si vous voulez plus d'informations, je pourrais vous envoyer de la documentation avec plaisir sur ces sociétés. Et Claire demandait quel était le rendement mensuel ou annuel des panneaux. Annuel, alors parce que mensuel, c'est bien sûr, il y a une saisonnalité en France. Vous vous doutez que l'hiver, on a moins de soleil, donc on produit moins d'énergie par définition. Mais en moyenne sur l'année, en Gironde, une centrale qui est bien orientée, à savoir orientée sud, pour maximiser le potentiel, on va être entre 1000 et 1200 kWh par kilowatt installé. Voilà, donc il suffit de faire ce simple produit en croix et de multiplier par la puissance installée pour connaître le productible solaire. Voilà, le rendement de votre générateur. Ok, super. Ben, merci beaucoup, William. Merci à vous. De la période de 5 minutes de questions. Donc, je vous remets comme participant et je vais appeler le prochain. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler Pierre, donc de Deis. Alors, il faut que je le retrouve parmi les participants. Voilà. Donc, Pierre, c'est bon, je t'ai mis comme animateur. Tu peux activer ta caméra et ton micro. Ok. Ouais, bonjour à tous. Bonjour. Bon, pour plus de fluidité, je vais couper la caméra. Hop. Ok, moi je lance le chrono. C'est parti. Donc, je vais vous présenter les solutions chez Durable d'EDIS. Donc, EDIS, c'est un bureau d'études et de maîtrise d'œuvre national. Et on agit au niveau local, région Nouvelle-Aquitaine, depuis notre agence de Mérignac, où on est une vingtaine de collaborateurs à travailler, chefs de projet, ingénieurs, techniciens, coordinateurs de chantier, etc. Et on accompagne nos clients sur leurs projets de construction de chais durables. Alors, hop. Je veux juste revenir un petit peu. Voilà. Donc, sur les différentes étapes du projet, donc, qui vont de l'étude de faisabilité, en passant par le dimensionnement du process et du bâtiment, la consultation des entreprises, le suivi de chantier, et tout ça jusqu'à la réception des installations. Alors, on est donc un bureau d'études et de maîtrise d'œuvre
bâtiment et process. Donc pour nous, le chai durable, première thématique sur laquelle on va se focaliser, c'est les équipements de process. Et au niveau durabilité, il y a pas mal de choses à faire effectivement au niveau ergonomie, qualité définition des équipements et organisation des flux. Alors je vous ai mis une petite photo là d'équipements de réception de vendange, hein, sur lesquels on réalise des missions de réception usine, puisque vous savez que la qualité des finitions de ces équipements-là va influer énormément sur les quantités d'eau et de produits pour le nettoyage. Donc voilà, on a réalisé là, récemment pour le retour une inspection de cuve comme ça. Donc voilà, ça c'est les équipements de process. Ensuite, au niveau du bâti, bien évidemment, on va donc chercher à minimiser l'impact de la construction sur le foncier. On va pouvoir accompagner nos clients dans leur souhait d'éco-conception, jusqu'à éventuellement des bâtiments labellisés. Et puis, nos chefs de projet travaillent bien évidemment de plus en plus sur tout ce qui est matériaux biosourcés. Donc, vous avez ici l'exemple avec la charpente bois d'une partie de la Cité du Vin. Concernant ensuite les locaux, donc quand on parle chai durable, chez DIS, on parle aussi santé et sécurité des opérateurs. Donc pour nous, santé et sécurité des opérateurs, ça concerne la qualité de l'air intérieur et aussi l'hygiène ergonomique. Alors pour ce qui est de la qualité de l'air intérieur, on a une collaboration très étroite avec un laboratoire qui s'appelle IRES, qui est dans le sud de la France, qui réalise tout ce qui est analyse COV, particules fines, micropolluants, voilà, grâce à des petits détecteurs que vous pouvez placer dans les chais, et ils font ça aussi sur les matériaux. Petit zoom sur l'ambiance dans les chais, puisque pour Baringen, par exemple, on a modélisé la température d'hygrométrie en tout point de leur chai à n'importe quel moment de l'année. Ça, c'est des choses qu'on fait de façon courante maintenant. Donc pour tous les spiritueux, que ce soit en Armagnac, que ce soit en région Cognac, dans le seul et unique but de préserver la qualité des produits. Sur la thématique eau et énergie, on va travailler normalement sur le mix énergétique, la production d'énergie renouvelable ou énergie la réduction des consommations et aussi la prévention des pollutions. Donc, on l'a mis en œuvre là, récemment sur la construction du centre viticole pour le Château Canon, qui est un bâtiment qui a été labellisé. Voilà, donc pour nous, les solutions en fait, durables interviennent à différents niveaux, et ça, quel que soit le secteur, que ce soit en chai viticole, que ce soit en distillerie, en brasserie, en sirop, salle de conditionnement, et même pour des négociants, des stockages de bouteilles ou produits finis, ce qu'on appelle parfois les coffres-forts à grands crus. Voilà, donc pour nous contacter, c'est très simple. Il suffit de nous envoyer un petit mail à Mérignac, là, et on étudiera les solutions adaptées à votre situation. Vous en avez, sinon, on passera au suivant. Donc, je laisse la parole aux participants. Alors, les gens disent merci, donc c'est qu'ils n'ont pas de questions a priori à te poser. Après, voilà, n'hésitez pas à contacter Pierre si vous avez besoin de plus de renseignements. J'attends encore quelques secondes pour voir si les gens écrivent. Non, écoute, c'est que ta présentation est très claire, Pierre. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et donc oui, c'est tout à fait au tour de Bertrand de My Olympe de faire sa présentation. Alors Pierre, je te remets comme participant. Et donc Bertrand, hop. Voilà, donc Bertrand de My Olympe, qui est une société bureau d'études en domotique.
Alors, je cherche la présentation. Voilà. Alors, on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux essayer d'activer ton micro? Peut-être que c'est... Voilà, super. Pardon, ouais, j'avais fait les deux. Bonjour à tous. Alors moi, pour me faire remarquer, j'avais mis un petit merci spécial à Pierre, puisque effectivement, c'est beaucoup plus facile pour moi pour effectuer la transition, étant donné que la société Maillolympe travaille pour partie comme bureau d'études, mais un bureau d'études particulier, puisque l'essentiel de notre activité, c'est intégrateur. C'est-à-dire que dans l'un des premiers slides de Pierre, où on voyait l'évolution des activités dans le bâtiment, nous, on va être sous-traitant essentiellement pour 80% de l'activité, sous-traitant de l'électricien ou du chauffagiste pour la mise en œuvre de solutions en général plutôt électriques, donc à valeur ajoutée. Donc tout ce qu'on appelle smart building, c'est ce qu'on appelait autrefois la domotique. Et dans ce cadre-là, on est vraiment en bout de chaîne. Donc, on propose le paramétrage, l'intégration, c'est paramétrer des solutions entre guillemets intelligentes. Et de temps en temps, on revient en amont, alors soit pour travailler avec des gens comme ODIS pour leur proposer des solutions qu'on a mis en œuvre, qu'on a testées, qui fonctionnent et qui peuvent être écrites sur d'autres chantiers, soit encore plus en amont comme assistant maître d'ouvrage pour avoir une vision un petit peu comme un architecte, mais une vision technique, architecturale d'une solution technique qu'on veut mettre en place quand, par exemple, un client décide de mettre en place un écran tactile qui piloterait du chauffage et des alarmes techniques, et notamment sur des consommations, sur la qualité de l'air, sur du pilotage d'éclairage, d'ouvrant, enfin tout ce qui est sur la domotique traditionnelle qu'on connaissait. Donc, on a varié ces deux activités autour d'expertise sur, bien entendu, l'électricité et la domotique, mais aussi sur un peu de chauffage, c'est ce qu'on appelle CVC, chauffage, ventilation, climatisation, et de l'informatique, puisqu'aujourd'hui, on arrive pas mal sur du système et réseau avec de la programmation et du paramétrage. Alors, ce que l'on fait, c'est quand on travaille pas directement pour des sociétés d'électricité, ce sont avec des professionnels. Je viendrai tout à l'heure sur quelques exemples dans les chais, sur des solutions sur mesure qui nous sont demandées, où là, on est l'interlocuteur unique, puisqu'en général, c'est nous qui avons la vision sur la solution globale qui va être mise en place. Comme vous le voyez, on a des clients assez variés. On a gagné des prix dans différents domaines, comme dans la Silver Economy. C'est un autre sujet. Et aujourd'hui, en fait, l'ensemble de nos activités, je vous ai fait un petit slide pour vous répartir, pour vous présenter cela. C'est tout ce qui va être gestion de l'énergie, commissionnement. C'est une nouvelle mission au bureau d'études qui consiste à valider les consommations énergétiques qui sont prévues dans le cadre d'une consultation. Donc, comme je disais tout à l'heure, le principal, c'est tout ce qui est intégration smart building, avec la supervision, donc la présentation, la proposition d'une solution informatique ou smartphone qui permet de piloter un bâtiment. De l'expertise de temps en temps. On est notamment expert en électricité pour Bordeaux Métropole ou pour des bailleurs sociaux. Et on fait de temps en temps, assez rarement, tout ce qui est système d'information. Alors notamment, par exemple, sur du contrôle d'accès, où aujourd'hui, il faut connaître l'électricité pour mettre des systèmes de portier, mais il faut connaître aussi l'informatique de façon à mettre le soft associé. Voilà, j'arrivais pas à changer de slide. Alors, je vous ai fait un petit slide pour vous présenter l'ensemble des références sur lesquelles on a travaillé. Souvent la même chose d'ailleurs. Ça fait une dizaine d'années, on a bossé chez les deux Pichon qui sont dans le Pauillac. L'un chez Comtesse pour la gestion de chambres pour les invités qui sont automatisés, donc tout domotisé avec un minimum d'interrupteurs. L'autre pour tout ce qui est gestion des éclairages par tablette et notamment pour visiter les chais. Au château de Landiras également, on a beaucoup travaillé. C'était d'ailleurs celui qui a repris, c'est l'ancien associé Jean Nouvel, architecte, qui est l'ancien directeur général. On lui a fait tous les éclairages extérieurs avec l'aide d'un scénographe.
pour mettre en valeur le parc et le château, puis également une salle de réception entièrement domotisée. Puis après, en ce moment, on est en plein sur Trollon-Mondo, qui est à Saint-Émilion, qui est un premier grand club classé. On en fait les maisons d'invités, le château, les chais, et tout ça, ce sont des éclairages en variation pour ceux qui connaissent Dali, pour la mise en valeur des chais, et puis l'ensemble des éclairages du château. C'est un peu la même chose qui nous a été demandé sur le Niche-Bâche, Renon, Épaisse. En ce moment, il y a pas mal de travaux justement d'économie d'énergie et de changement d'éclairage. Et sur la plupart de ces projets, il y a du comptage énergétique puisque, comme vous le savez peut-être, c'est réglementaire aujourd'hui par rapport à la réglementation thermique depuis 2012. Je termine simplement avec mes coordonnées. On a deux adresses, ça a un peu changé la taille, pardon, sur le slide là. On a une boîte aux lettres sur Bordeaux, enfin un bureau, mais le siège est sur Pau et on fait sur Bordeaux les 2/3 du chiffre d'affaires. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Bertrand. Alors, est-ce que parmi les participants, il y a des questions? Alors, je vois que Maxime est en train d'écrire. Non, il dit merci. Je vous laisse quelques secondes pour écrire des questions si vous en avez. Bon, ben, comme pour Pierre, hein, c'est que des merci, c'était clair. Corinne vous recontactera par ailleurs. Voilà, ben pas de souci. Si vous avez besoin d'échanger les coordonnées, n'hésitez pas à me contacter. Oui, avec plaisir, bien sûr. Ok, bon, ben merci beaucoup Bertrand. Donc ça va être au tour de Rémi d'un G20 de montrer son concept de chai. Alors je vais vous remettre comme participant. Merci beaucoup. Et Rémi. Voilà Rémi. Alors normalement c'est bon. Je vais mettre la présentation en ligne. Voilà. Parfait. Bonjour à tous, si tout le monde m'entend. Oui, c'est bon, parfait. Donc, je vais lancer le chrono. C'est parfait, merci. Donc, bonjour à tous, Rémi Paquentin du bureau d'études 1G20. Donc, nous aussi, on est maître d'œuvre bâtiment et process industriel. On est basé à Montpellier-Toulouse. On travaille France et international exclusivement dans le vitivinicole. Donc, dans notre cas, nous aussi, on accompagne des projets de la conception à la réalisation, en plaçant, bien sûr, par tout le travail de bureau d'études fluides, électricité, bâtiment, process industriel. Ce que je voulais vous présenter, dans le catalogue, jusqu'à maintenant, on avait les cochers 4E, qui était un concept qu'on avait développé et breveté pour des caves de très grande dimension, plutôt des caves industrielles. Depuis, on a développé un autre concept, plus à destination des caves particulières, et aussi, il s'avère, de caves de plus grande taille qui voudraient travailler sur des cuviers haut de gamme, avec de la sélection plus poussée que dans les grandes cuveries qu'on trouve actuellement dans les caves coopératives, qui étaient nos principaux clients jusqu'ici. Donc, le nouveau concept qu'on a développé, c'est le projet EOS. Donc, c'est un concept qui est là aussi breveté par 1G20, où nous avons croisé notre expérience et du bâtiment et du process industriel. Il s'agit d'un concept de chai basé sur des éléments préfabriqués assemblables, qui vient s'inscrire dans un paysage avec une légère pente, pour pouvoir enterrer un cuvier béton. Donc le brevet porte sur le cuvier béton, puisqu'en fait la partie en amont qui est hors de terre s'approche plus d'un bâtiment classique, dont l'architecture peut varier. L'objectif, c'est de pouvoir proposer une vinification gravitaire dans un contexte de température contrôlée et préservée, en ayant un projet extrêmement dense de par sa conception et son intégration entre le bâtiment et son utilité de vinification. Donc là, vous ne voyez que des éléments de l'extérieur. Je présenterai avec plaisir à d'éventuelles personnes qui auraient des projets le détail du cuvier béton, qui est le cœur du brevet, qui a été déposé l'été dernier. Des premiers prototypes vont pouvoir être lancés pour les vendanges de cette année. Donc là, comme vous le voyez, on n'a eu
cœur de la conception, de permettre une organisation qui permette d'avoir hors sol les éléments de caveau, bureau, utilité et stockage qui sont en rapport avec l'extérieur, et le cœur de cave qui vient s'inscrire dans la pente. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le projet s'organise sur 4 niveaux différents, accès vendange, accès bureau, accès du niveau pressurage, accès élevage, mais en utilisant intelligemment la pente, on arrive à avoir accès à tous les différents niveaux. Là, on voit la zone de réception de vendange, on a un accès direct à la cuverie. Cette zone de réception de vendange peut être couverte, laissée à l'air libre ou intégrée à un bâtiment. C'est une question de budget et d'économie, puisque au cœur de notre conception, on a essayé de mettre aussi la capacité à financer ces bâtiments éco-conçus. Là, sur cette coupe-là, on peut comprendre un petit peu mieux la logique organisationnelle du concept, puisqu'on a les différentes étapes de la vinification gravitaire, une réception de vendange, une phase solide, un pressurage qui est directement accessible en cas de pressurage direct, bien sûr, l'élevage en partie basse où la température est la plus stable à l'année, le stockage qui est proche de la zone de travail extérieur, vous pouvez avoir une mise en bouteille à façon. À noter qu'en matière d'extension, il est toujours possible d'augmenter la partie de stockage, bureau, mise en bouteille, qui est forcément variable d'un projet à un autre, puisque tout le monde n'a pas les mêmes besoins de stockage ou de gestion des barriques. La partie cuverie, qui là est principalement le moteur, est conçu en cuverie béton, peut être étendue, elle, plutôt de manière latérale sur les côtés, en réutilisant les remblais qui sont utilisés dans le fait en fait de creuser le bâtiment. L'objectif pour nous, c'est de proposer un équilibre entre les déblais et les remblais sur le bâtiment qui soit neutre. À noter que ce que vous voyez là, c'est une cave qui a une capacité de cuverie de 3000 hectos. La partie cuverie, c'est la partie à gauche. Sur une distance de 10 mètres par 10 mètres, vous avez 3000 hectos. 100 mètres carrés, 3000 hectos. En conclusion, ce concept qui a été développé et breveté par G20 permet d'avoir une vinification gravitaire, de profiter de tout l'intérêt thermique de pouvoir s'enterrer dans le sol avec des températures qui sont stables à l'année au niveau le plus bas de l'élevage potentiellement en barrique ou de la conservation des grands crus. Les performances du projet, c'est un volume d'air climatisé dans la zone de cuverie qui est l'objet du brevet, qui est divisé par 6, ça fait moins 90%. Une surface à laver de par l'extrême densité du projet, qui est elle aussi divisée par 6, moins 90%. Les distances parcourues par les opérateurs sont divisées par 2, et l'emprise au sol du projet sont divisées par 2. Alors vous me direz par rapport à quoi? Par rapport à des projets classiques que nous, on a été amenés à développer pendant toutes les années où on a fait des caves particulières, qui étaient déjà relativement optimisées, puisqu'en fait, c'était le cœur de notre métier. Donc par rapport à une cave classique bien conçue, on arrive à avoir ces améliorations de performance. Merci beaucoup, Rémi. Merci à vous. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce concept de chimie? Alors, pour l'instant, personne n'écrit, donc c'est que c'était plutôt clair. J'espère. On attend un petit peu, non, pas de questions. Alors, pareillement, si vous avez des questions à poser à un G20 a posteriori ou vous souhaitez être mis en relation, n'hésitez pas à m'écrire. Sans problème. On a un site internet qui se trouve très bien. Comment? Je dis, on a un site internet qui se trouve très bien, il n'y a pas de souci, on passe par Innova, bien sûr. Ou sinon par le catalogue, enfin voilà, il y a plein de... Tout à fait, tout est possible. De pouvoir les contacter. Merci beaucoup. Merci Rémi. Bonne journée. Avez-vous des partenariats avec des fournisseurs? Alors, nous, jusqu'ici, on a toujours travaillé dans de la mise en concurrence de fournisseurs. Alors, dans le cadre de ce projet qui se veut justement sur de la préfabrication qui est poussée, on explore des pistes de partenariat, sachant que ce serait vraiment que dans le cadre de ces éléments préfabriqués. Alors, actuellement, on a des projets qui sont en cours. Ce n'est jamais un projet qui est la copie conforme du visuel théorique que je vous ai présenté là, puisque ça, c'est un concept. Pour chaque projet, l'architecture change, qui est une architecture traditionnelle ou une architecture plus contemporaine. Les problématiques de chaque vigneron sont différentes.
Et on a souvent, en tout cas, ce qui reste, c'est le cœur du brevet qui est cette cuverie spécifique, donc que je vous ai pas montré là, puisque du coup elle est en cours de réalisation. Mais donc voilà, on est en train de développer des potentiels partenariats qui seraient exclusivement réservés à un vrai clé en main sur ce type de projet, qui est actuellement une alternative avec une étude classique et une intégration du concept dans un bâtiment existant, dans un projet existant, ce qui d'ailleurs en fait marche très bien, puisque là les premiers chais qu'on va pouvoir mettre en place sont des chais dans des bâtiments existants, à la fois pour des caves coopératives et à la fois pour des particuliers. Ok, super. Bon, merci beaucoup, Rémi. Merci. Donc, je vais passer la parole à Mathieu. Alors, Mathieu, il est là. Hop, c'est bon, Mathieu. Donc, tu peux activer ton micro et ta caméra et je vais lancer la présentation. Bonjour à tous, Mathieu Bonjour. Plantet. Merci Manon. Est-ce que tu m'entends, c'est bon? Parfaitement. On dirait. Bonjour, donc Mathieu Plantet, je suis le responsable de la société Clairéo. Nous proposons aussi des solutions et des services dédiés au monde viticole. Et dans le cadre de ces webinaires, je vais faire un focus sur des solutions de traitement d'effluents. Et notamment deux types d'effluents qu'on rencontre, les effluents vinicoles que vous connaissez bien, avec notamment un nouveau système, le système INECO, pour innovant, économique et écologique, et qu'on a mis en place à l'IFV, à l'Institut français du vin, à côté d'Albi. Et puis sur un nouveau système peu connu encore en Nouvelle-Aquitaine, qui est le système Phytoba pour le traitement des effluents phytosanitaires, qui est un nouveau procédé autonome de traitement, assez innovant avec des bactéries développées par la société Adéquabio. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on sait qu'évidemment pour le monde viticole, la priorité n'est pas forcément toujours de traiter ces effluents. Et on sait pourtant que les effluents font une part importante dans le respect de l'environnement, notamment pour obtenir des certifications. Et puis également pour avoir une image, je dirais, d'exploitants soucieux de l'environnement et alignés avec les qualités, alignés avec les attentes des consommateurs. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de développer au maximum et qu'on invite, nos clients à regarder. Aujourd'hui, ce sont souvent des systèmes qui permettent d'être économiques, qui permettent généralement d'être plus rentables que de faire appel à des prestataires de services externes. Et puis enfin, c'est aussi dans le cadre du respect de la santé des employés ou de ses effectifs, de mettre en place un système de traitement autonome des effluents phytosanitaires permet d'être dans une démarche respectueuse. Alors, il y a un autre événement, et on en a parlé précédemment, c'est qu'aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des systèmes... alors là, c'était, excusez-moi, j'ai sauté, c'est effectivement la presse qui en parle. Et malheureusement ou heureusement, on voit qu'aujourd'hui, les consommateurs, en tout cas les nouvelles générations, sont très attentives au respect de l'environnement. Et parfois même, d'après une étude publiée par LSA, auprès de la grande distribution, différents distributeurs, le respect de l'environnement est parfois le premier critère pris en compte par les consommateurs avant la qualité du produit. Alors ça peut être regrettable, mais c'est en tout cas aujourd'hui une réalité. Alors on a l'avantage en Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux, c'est d'avoir effectivement, c'est IGIB, la mise en place d'un accompagnement avec le programme SME qui permet d'aider un grand nombre de viticulteurs à être certifiés aujourd'hui, de pouvoir justement poser sur leurs étiquettes un logo, un label montrant le respect et l'engagement dans le respect de l'environnement. Mais il y a encore une marge de manœuvre, il y a encore un certain nombre d'exploitants qui doivent passer le pas. Et on sait qu'aujourd'hui, les effluents ont une part importante pour obtenir ces certifications. Alors, effectivement, ces systèmes de traitement des effluents sont encore subventionnés, c'est une chance, par l'Agence de l'eau. Il faut en profiter, sachant que la Chambre d'agriculture peut aider dans la mise en place de dossiers de subvention. Alors, historiquement, effectivement, Clairéo, ça fait 20 ans que ce procédé existe et qu'on crée des lagunes de traitement des effluents. Mais l'idée aujourd'hui, ce que vous voyez à l'écran, mais l'idée aujourd'hui, c'est de faire un petit focus sur le dernier système qu'on a mis en œuvre à l'IFV, comme je vous le disais,
qui est un système innovant qui permet en fait une emprise au sol limitée. Donc, on met en place des systèmes d'aération tout simplement dans des cuves avec un système de pré-traitement, puis un système de traitement neutralisé. Et enfin, on envoie dans un deuxième temps vers des filtres plantés de roseaux, ce qui permet de dégrader l'effluent pour permettre son rejet ou éventuellement de réutiliser l'eau utilisée. Alors, le côté innovant, c'est que pour beaucoup de viticulteurs, le traitement des effluents, comme je le disais, ce n'est pas une priorité. Donc, on a mis en place un logiciel qui permet de superviser en fait le fonctionnement de la station, du système de traitement et de libérer finalement le viticulteur, le responsable de chai, quant à bon fonctionnement du système de traitement de ces effluents. Voilà. L'autre solution dont je voulais vous parler, c'est le traitement des effluents phytosanitaires, qui a été un concept qui a été reconnu en 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire, et qui consiste très simplement à concentrer les effluents phytosanitaires issus du rinçage des pulvées dans des bacs. Là, rien de très innovant, mais on utilise effectivement le soleil, non pas pour créer de l'énergie, là, mais pour évaporer l'effluent, évaporer l'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on connaissait. Mais le côté innovant, c'est qu'une fois par an, on rajoute des bactéries, et des bactéries qui vont venir consommer finalement les résidus chimiques présents dans les bacs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune manutention à faire pendant 10 ans. Une fois installé, le système peut être autonome pendant 10 ans. La seule chose à faire est de laisser un sachet une fois par an dans le bac pour venir détruire les résidus chimiques, voilà, sans exposer vos salariés. Voilà, j'essaie d'être court et de respecter le timing, mais je suis à votre disposition, bien évidemment, pour toute question, pour tout entretien. Parfait, merci beaucoup Mathieu. Alors, je vois que Claire est en train de rédiger une question. On va voir, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. Alors, ça prend toujours un peu de temps, hein, plus que les gens peuvent prendre la parole. Alors, désolé, j'avais complètement oublié de couper mon téléphone. Désolé, ça a dû perturber un peu. Non, c'est pas grave. On oublie les bonnes pratiques. Alors, certaines bactéries détruisent tous les polluants plutôt. Ça, c'est la question de Claire. Alors non, les matériaux lourds, non. Tout ce qui est cuivre ne peut pas être détruit. Ok. Mais tout le reste, oui. Et le coût du système, ça varie suivant la quantité d'effluents. Mais globalement, on commence aux alentours de 9 000 € pour 9 mètres cubes. Pardon. Alors, je vois que Claire est en train de rédiger. Donc, il reste des bouts à évacuer Rien du tout. Il n'y a rien du tout. En fait, au bout de 10 ans, on évacue effectivement la bâche qui contient les résidus. Voilà, c'est l'avantage du système, c'est qu'il n'y a rien à faire pendant une dizaine d'années. Ah, bon, je vois qu'elle écrit, hein, mais ouais, le coût, ce que disait Mathieu, c'est que oui, peut-être c'est le système, c'est le même système que Adéquabio ou c'est Alors, le coût du système Adéquabio, j'ai répondu, donc c'était effectivement Ouais. 9 mètres cubes, entre 9 et 10, 11 000 €, suivant l'emplacement, la localisation, les contraintes, si on peut alimenter en gravitaire ou pas. Et pour la partie système traitement des effluents vinicoles, ce sont des budgets plus élevés, mais là aussi, on s'adapte suivant les cas de figure. Et donc, le mieux, c'est de faire une visite sur site pour pouvoir apporter rapidement une estimation budgétaire. Au bout de 10 ans, ça devient quoi? Je suppose que c'est une réaction. Donc, Au bout de 10 ans, en fait, on enlève la géomembrane, d'accord, dans laquelle sont contenus les résidus. Et en fait, ça suit le même parcours que tous les contenants des produits phyto. Donc, c'est retraité, c'est retraité par les organismes officiels. Ok. Bon, merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Donc maintenant, je vais passer la parole à Nicolas d'Inelia. Alors, je te remets comme participant.
Alors, Nicolas. Donc, Nicolas, c'est bon, vous êtes animateur, donc normalement, vous pouvez activer micro, caméra. Et, parfait. Je vais lancer votre présentation. Hop. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc, Bonjour à tous. Comme William, Inelia est un petit groupe qui développe de l'énergie photovoltaïque, des panneaux solaires donc dans le domaine agri, vitivini et d'autres. Je vous propose de faire une toute petite présentation de l'entreprise, du groupe, et puis après de venir rapidement sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, le traitement de chais. Inelia est un groupe qui regroupe deux petites sociétés. Icenergy, qui a été créé en 2009 par Rémi Casamajour, qui est toujours ici aujourd'hui, qui est donc spécialisé dans le développement de projets solaires. On a commencé par l'agricole parce qu'il y a 10-11 ans, c'était là où il fallait être. Et puis, on a s'est rapidement diversifié vers l'industrie, la grande distribution, etc., etc. Il y a 5 ans, on a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Aquitaine Bardage Couverture, qui traite l'enveloppe mécanique du bâtiment. Alors pourquoi cette acquisition? Tout simplement parce que si vous êtes sur un chai, un nouveau chai ou une rénovation, en tant qu'installateur photovoltaïque, on a toujours besoin de passer derrière un couvreur. Voilà. En ayant l'activité de couvreur étancheur, ça permet et ça plaît bien aux clients d'avoir une seule assurance, une seule interface au niveau des travaux. Donc ça, on trouvait que ça marchait bien et effectivement, le REX, le retour d'expérience, nous permet de dire que ça marche plutôt pas mal. Voilà. Alors, au début, on a fait aujourd'hui le photovoltaïque. Vous avez 3 modes de le voir. Vous avez la revente qui existe toujours, ce qu'on retrouve plus dans un schéma agricole où on va essayer de financer une partie, toute la partie du bâtiment. L'autoconsommation pure où on va essayer de consommer 100% de l'énergie que l'on produit, et l'autoconsommation avec la revente surplus. Qui nous permet sur des projets sur déchets en général d'être un peu plus rentable. Pourquoi? Parce que comme on a une saisonnalité, quand on n'a pas besoin d'énergie, on va essayer de la valoriser en le revendant. Et j'ai envie de dire, dans l'autoconsommation, il y a une autre façon de la voir, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Donc là, on pourrait en discuter des heures parce qu'on est passionné de tout ça, mais l'autoconsommation collective, pour être très, très rapide, vous avez une toiture qui permet d'accueillir une très grosse centrale, mais vous n'avez pas besoin de toute l'énergie. Plutôt que de le revendre sur le réseau, vous allez le revendre à vos voisins. Là, on est dans un système qui est gagnant-gagnant parce que vous allez pouvoir revendre l'énergie peut-être un peu moins cher que ce que votre voisin l'achèterait sur le réseau, et vous la revendre plus cher que ce que vous la revendriez sur le réseau. Voilà, bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Mais on y tient, on a été un des premiers en France avec Gironde Habitat sur Bordeaux à développer ce genre de projet. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on développe des centrales en autoconsommation, beaucoup en grande distribution. Ça, c'est le chantier de Pineuil à Sainte-Foy. On fait aussi un peu de cogénération dans un domaine industriel ou agricole, pour le séchage du fourrage, par exemple, séchage, fourrage ou après les intérieurs des bâtiments, autoconsommation collective donc. Et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les chais. Donc on travaille sur les chais depuis la création. Pour un chai, c'est assez particulier par rapport à un industriel ou un agri, parce qu'il faut vraiment personnaliser. Vous avez une consommation qui est pas linéaire, qui dépend vraiment de la vitie et de la vigne. Donc il va falloir qu'on étudie vraiment votre profil de consommateur, ça par vos factures, les points 10 minutes, etc., etc., pour pouvoir vous sortir plusieurs cas possibles de réalisation solaire et aller chercher une rentabilité. Nous, on a 2 objectifs qui sont plutôt simples et qu'on essaye de faire partager. C'est faire en sorte que l'énergie soit consommée au plus proche de son lieu de production. Donc, c'est pour ça que sur les chais, aujourd'hui, on n'est que sur des projets d'autoconsommation, et faire en sorte que l'énergie soit la moins chère possible. Et ça, on va y arriver avec une façon qui est assez simple, en fin de compte, c'est la sélection des produits. C'est-à-dire que lorsque vous allez sélectionner votre intégrateur, il faut faire attention aux produits qu'il va utiliser, que ce soit en termes d'onduleurs et de panneaux solaires. Aujourd'hui, on a des panneaux, la course à la technologie des panneaux est aussi importante que celle que vous avez sur les téléphones. Des panneaux qui sortent chaque année, qui vous permettent maintenant d'avoir des garanties de 30 ans. C'est-à-dire qu'on sait maîtriser aujourd'hui, quand on fait un business model, un coût de l'énergie sur à peu près 20 ans. Sauf qu'aujourd'hui, plus vous allez dépasser ces 20 ans, plus le coût de l'énergie en fait va être faible.
Et c'est là tout l'intérêt de se dire qu'on va faire en sorte que votre centrale va durer 30, 35, voire 40 ans. Voilà. Donc pour les chais, c'est vraiment particulier. On a traité des chais, donc là vous voyez Angélus, mais on a travaillé bien évidemment sur Smith, Tunevin avec Valandro. À chaque fois, c'est un cas qui est bien particulier. Pourquoi? Parce que par rapport à votre situation géographique, par rapport au bâtiment, est-ce qu'on peut s'intégrer sur le bâtiment? Il ne faut pas qu'on se voit, parce que dans les chais, c'est pas toujours évident de voir l'aspect esthétique est très important. Et par rapport au conso, le lissage de la consommation par rapport à si vous faites de l'onotourisme ou pas. Donc, chaque cas est assez particulier. Voilà. Il faut que ce soit rapide, je suis désolé. Coucou Nicolas, alors est-ce que certaines personnes ont des questions? Alors on va voir si les gens ont des questions à poser. Alors pour l'instant, personne n'écrit sur le chat. Alors après, il y a eu pas mal de questions par rapport à Ouais, tout à l'heure. Tout à l'heure, je pense qu'on je crois qu'il y a juste un moment, il y a Claire qui a posé 2 questions. Un sur le bilan carbone auquel William a répondu. Une, je pense, où on est tous passés à travers, c'était sur le recyclage des panneaux. C'est très important. Moi, je vois énormément de clients qui me posent de plus en plus de questions à ce sujet. Donc, le recyclage de panneaux, il n'y a plus de soucis aujourd'hui en France. Aujourd'hui, vous avez la fameuse D3E, l'écotaxe que vous payez lorsque vous achetez votre centrale, que nous, on achète lorsqu'on achète nos panneaux, qui permet en fait de financer le PV Cycle, qui est une institution qui permet en fait de récupérer et de traiter le recyclage de vos panneaux. Voilà. Et un panneau, à titre d'exemple, parce que là c'est pareil, il y a beaucoup de tout et de n'importe quoi, mais si on regarde toutes les études, un panneau solaire se recycle aujourd'hui à 96%, contre 93% contre un iPhone. Voilà. Donc l'ADEME a sorti un rapport en janvier qui était hyper intéressant sur justement tout ce qui était terres rares et compagnie. On n'en a plus dans le solaire. Donc voilà, sur le recyclage de panneaux, maintenant on est assez, on est très carré, très carré. Voilà. Alors, il y avait une personne qui demandait vos coordonnées, donc j'essayais de les retrouver là. Alors, vous pouvez déjà les retrouver sur le catalogue Chez Durable, qui est sur les sites d'Innovin, ODIS ou Soltena. Donc, il vous suffit d'aller. Je vais vous donner le lien là, comme ça, vous pourrez télécharger le catalogue. Hop. Alors après, ok, merci pour la réponse sur le recyclage. Très bien. Alors, je vais vous donner le lien pour pouvoir consulter le catalogue et les coordonnées d'Inelia et de Nicolas y sont, ainsi que de tous ceux qui ont présenté par ailleurs. Voilà. Alors, il y a Thomas Chassin qui vous remercie pour Pas de souci. C'est important. Moi, je vois qu'il y a de plus en plus d'importance et c'est vrai que ça a eu son importance. Et quand on voit les installations d'il y a 10-11 ans et les installations qu'il y a maintenant en termes de traitement des déchets, etc., on a vraiment fait un pas énorme et on est content que ça se passe comme ça. Voilà. Bon, ben merci en tout cas pour toutes ces précisions et pour votre présentation. Et donc, on va passer à la dernière personne, qui est donc Green Birdie. Je vais vous remettre comme participant, Nicolas. Ouais. Hop. Voilà, et donc Christophe, voilà, je vous mets comme animateur. Vous pouvez activer votre caméra et votre micro. Alors, est-ce que vous arrivez à activer votre caméra et votre micro? Il suffit de cliquer sur les icônes qui sont au niveau de là où ma tête apparaît. Enfin, ma tête. Est-ce que vous m'entendez, Christophe? Bon. Je ne sais pas s'il m'entend. Bon, en tout cas, on va attendre encore un petit peu pour voir si... Ah, voilà, super.
Alors, on voit un écran noir et on ne vous entend pas. Ouais, alors essayez de. Est-ce que vous êtes sur Chrome comme navigateur? Parce que souvent, enfin, les bugs que j'ai vus comme ça de caméra et de micro, c'est parce que c'était pas le navigateur Chrome. C'était d'autres navigateurs qui étaient utilisés. Parce que là, on vous entend pas, on ne vous voit pas. Sinon, essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter. Ah, non, non, ça marche toujours pas. Essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter en quittant le. Voilà. Non, 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 n'essayez pas de manipuler le système. Il faut vraiment que ça doit venir de votre connexion, donc essayez de quitter la salle et de revenir. Bon, désolé hein, pour ce petit problème technique, ça arrive parfois sur les webinaires, surtout quand il y a beaucoup de gens qui présentent. Non, essayez de quitter la salle et de revenir. Vous allez sur vous fermez la fenêtre et ensuite vous revenez sur la fenêtre. C'est la seule façon d'arriver à réactiver le truc. Je vais vous donner le lien, vous le copiez, vous vous déconnectez et vous reconnectez. Je pense que c'est la meilleure façon. À tout de suite. Bon, alors voilà, vous avez eu quelques présentations. Donc là, c'est la dernière présentation. Donc c'est Green Birdie qui est un bureau d'études énergie et environnement. Après, voilà, c'était pas une présentation exhaustive des solutions et des compétences. Donc je vous invite vraiment, si la thématique vous intéresse, à consulter le catalogue chez Durable qu'on a mis en place au fil des années et qui commence à être de plus en plus complet sans être exhaustif non plus hein, sur les différentes solutions qui peuvent exister. Et après, si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à nous contacter de toute manière, puisque on peut toujours vous mettre en relation avec des acteurs qui travaillent spécifiquement sur le sujet et puis qui ont aussi des informations. Je sais que l'IFV a fait notamment des études spécifiques sur le sujet, sur un projet européen qui s'appelle Eco Winery, où ils ont essayé d'étudier un petit peu justement les différentes possibilités en termes d'aménagement durable des déchets. Donc ça, c'est assez intéressant à regarder comme projet. Et puis après, voilà, il y a aussi des exemples de bonnes pratiques. Alors, dans la thématique chez Durable, on essaye toujours d'organiser des visites de chais qui pourraient être exemplaires. Donc si vous connaissez des viticulteurs ou qui ont fait des travaux dans leur chai, qui ont aménagé ou qui ont fait des aménagements durables, n'hésitez pas à nous le faire partager. Alors Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Parfait. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Donc je vais désactiver ma caméra et mon micro. Impeccable. Merci à vous. Merci Manon pour l'intervention.
Donc, nous, Greenbirdie, un autre bureau d'études. Donc, moi, je suis Christophe Barrault, le directeur de l'agence Sud-Ouest de Greenbirdie. Nous sommes donc un bureau d'études énergie-environnement avec 3 sites, Paris, Bordeaux, Avignon. Et donc, comme je l'ai dit, je suis le directeur Sud-Ouest, basé à Bordeaux. Alors, je vais aller relativement vite. Notre positionnement, nous avons, nous, une double casquette en tant que bureau d'études énergie-environnement. Et notre rôle, c'est avant tout d'accompagner nos clients dans le marasme technique, économique, juridique, administratif, etc. Donc, double casquette AMO, c'est-à-dire qu'on va accompagner nos partenaires dans la définition de leurs justes besoins pour les accompagner dans notre mission numéro 1 qui est de leur faire des économies, notamment sur l'énergie, tout en respectant les cadres normatifs et réglementaires. Et cadre normatif et réglementaire qui est extrêmement riche à l'heure actuelle, puisque même pendant le confinement, nous avons eu droit à la sortie du décret tertiaire, l'application du décret tertiaire notamment. Voilà. Deuxième côté en aval, où nous intervenons aussi en bureau d'études et maîtrise d'œuvre pour mettre en place les solutions d'économie d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de moindre impact environnemental. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir une approche 360 degrés, très globale, puisque nous sommes un acteur également très très engagé dans l'innovation, où on participe à de nombreux programmes nationaux, voire européens, notamment tout ce qui est lié au stockage des énergies renouvelables. On travaille en association avec l'ADEME sur un outil de dimensionnement des stockages, notamment électriques, et lié à l'hydrogène énergie. Autre point, comme on est référent énergie en France, Greenbirdie préside les comités de normalisation de l'AFNOR et on participe à cette rédaction des normes et des décrets notamment dont j'ai parlé. On a participé à la loi énergie, climat, la loi Élan, le décret tertiaire, etc. Donc, ce qui nous permet d'avoir une compétence pour accompagner nos clients, encore une fois, sur ces notions de respect des réglementations ou d'anticipation des normes. Un exemple de ce que l'on est en mesure de faire pour accompagner nos partenaires, c'est sur le premier volet qui est la performance énergétique. On peut réaliser différentes missions et avant tout des missions liées à de l'analyse, liées à de l'accompagnement sur de la performance et de l'amélioration continue, donc à travers ce qu'on appelle des audits énergétiques ou la mise en place d'un système de management de l'énergie sur la norme ISO 50001. Et ça peut être également aussi des formations liées à tout ça. Un petit point de précision, c'est qu'à l'heure actuelle, il existe des subventions ou des aides financières pour prendre tout ou partie de missions d'ingénierie, de bureaux d'études tels que les nôtres, notamment à travers l'ADEME ou un programme qui s'appelle ProSMEN, un programme national. Donc ça, c'est un point qui est important de citer. Autre compétence que l'on a en parallèle de nos compétences sur la performance énergétique, c'est le déploiement des énergies renouvelables, aussi bien dans le cadre du solaire photovoltaïque, donc qui a été largement précisé par mes homologues en amont, en autoconsommation, en revente ou en autoconsommation collective. Et on intervient aussi sur tout ce qui est valorisation de la biomasse et des déchets organiques, aussi bien pour du chauffage que pour la production
de biométhane, par exemple. Alors, sur ces projets, on est en mesure de vous accompagner de A à Z, aussi bien sur les études d'opportunité et de potentiel que sur le déploiement administratif, juridique, etc., la maîtrise d'œuvre, construction, installation, et jusqu'à l'exploitation, maintenance, production, vérification derrière, dans la durée de vie. Et le troisième pilier sur lequel on peut être amené à travailler, c'est sur le pilier de la performance environnementale pour réduire son impact environnemental. Donc on travaille aussi bien sur des missions d'analyse de cycle de vie, de carbone, de bilan carbone, de bilan d'évaluation des gaz à effet de serre qui peuvent être obligatoires dans certains cas de figure, ou bien sur la gestion des déchets et de l'économie circulaire. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter. On fait partie de différents réseaux, notamment dans le sud-ouest, qui ont été cités par Manon en amont. On fait partie de Soltena, mais également du cluster bâtiment durable ODIS, qui met à l'heure actuelle en place un label BDNA, bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine, qui est mandaté par la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Christophe. Donc, c'était plutôt clair comme présentation et donc on va voir si les gens ont des questions. Bon, après, c'est toujours un peu plus compliqué quand c'est des compétences type bureau d'études que des solutions hein, sur les questions. Donc, bon, là, je vois personne qui pose des questions sur le chat. Mais néanmoins, voilà, comme pour les autres, n'hésitez pas à les contacter en ce qui concerne vos projets pour pouvoir voilà, comparer les différentes compétences proposées. Voilà, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Donc maintenant, ça va être le temps de conclure. Donc je vous remercie à tous d'avoir été présents et puis de vous être reconnectés malgré le petit bug du début du webinaire. J'espère que vous avez appris des choses et voilà, n'hésitez pas à venir vers nous ou Soltena ou ODIS qui sont nos homologues dans les domaines de la construction et des solutions durables. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt à l'occasion de prochains webinaires. Alors bon, on va ralentir un petit peu le rythme qui à l'heure actuelle était d'un webinaire par semaine. Comme je vous disais en début de webinaire, on compte en organiser des prochains sur différentes thématiques parce qu'on trouve que ça se prête bien sur la diffusion d'informations, sur des formats un peu courts comme ça qui permettent de présenter des compétences ou des solutions sur certaines thématiques. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. On est aussi là pour répondre à la demande de la filière vitivinicole. Donc, faut pas hésiter à nous suggérer des idées de thématiques pour des webinaires. Et après, sinon, on espère que on pourra dans quelques mois se revoir en vrai à l'occasion d'événements physiques, de visites aussi de chez exemplaires, de chez durables, puisque c'est quelque chose qu'on souhaitait développer avec nos partenaires. Et bien entendu, on vous tiendra au courant de tout ça, de toutes ces avancées sur cette thématique. Donc, je vous souhaite à tous un bon après-midi et je remercie aussi tous les intervenants d'avoir accepté de participer. Et j'espère que vos activités vont reprendre comme à la normale. Allez, espérons que ça soit comme avant. Et je vous dis à très bientôt.